Là, l'histoire, elle est intéressante que Sylvain m'a raconté avec le logo Stock Games. Tu peux. C'est moi qui l'ai fait ça. Ouais. Tu peux raconter l'histoire, vas-y. Alors le logo Stock Games, je t'explique. Le logo Stock Games, ok, il y avait Score Games qui nous a attaqué en justice. Ouais. Il nous a attaqué 1 mois et demi avant de plus pouvoir nous attaquer, avant que ça prescrive. Ouais. Alors il nous attaque et donc c'est Philippe Charot, le patron de Score Games, avant que ça devienne Games. Avant qu'ils vendent aux vieux d'Angleterre là. Ouais. Et donc Philippe Charot nous attaque et il gagne. D'accord. Comme quoi, quand on a de l'argent en France, on gagne. Ouais. Il gagne. Et bien sûr, on est obligé de plus s'appeler Stock Games parce que le haut central de Stock, ça faisait trop penser au haut central de Score. D'accord. C'est bizarre quand même. À l'époque, on avait déposé le rond. Ouais. Avec l'étoile au milieu. On avait déposé ce rond-là avec l'étoile. Ouais. Et en fin de compte, un jour, on reçoit un papier si on voulait attaquer Nintendo parce que dans Donkey Kong, c'est une étoile avec un rond au milieu aussi. Ça s'en finit pas, hein. Voilà. Ouais. Et alors, c'était moi qui étais le patron du nom. D'accord. Et donc après je dis non, ça sert à rien d'attaquer Nintendo, c'est bon quoi. Si on n'était pas là pour attaquer les gens, moi j'étais plutôt cool, je voulais pas d'emmerde, je voulais pas de bague. Ouais. Et donc à ce moment-là, donc on commence justement à avoir ce procès-là avec Philippe Charot, avec Score Games, et il gagne. Et donc mon idée à moi après, je me dis merde, c'est un rond avec une étoile au milieu, mais cette étoile, pourquoi on la ressortirait pas en mettant une étoile en grand? Ouais. Et ça a une forme de A. Ouais. Ça devient Stack Game Bonjour. Ouais. Alors bien sûr, comme ça, si je te dis Stack et Stock, tu l'entends direct. Mais si je te fais Stack Game Bonjour, tu vois, ça passe comme une lettre à la poste. Et en plus de ça, si le logo au niveau du rond, je te mets un grand A, ok, genre une étoile, en étoile, ça fait pareil, ça change. Personne n'a vu la différence, quoi. D'accord. Et donc, grâce à cette idée-là que j'ai eue, que j'avais dit à Stéphane, parce que Stéphane c'était le gérant à l'époque, Stéphane Garcia, et je lui ai dit bah tiens, fais comme ça, et comme ça, hop, ça passe nickel. Mais c'était mon idée, hein. Et donc, là, direct, il a pris cette idée-là, et ça a marché comme une lettre à la poste, et on n'a pas eu de problème. Ah, c'est une très bonne idée de marketing, ça, parce que en plus le côté étoilé, je pense que ça ressort plus dans les magazines que si c'était un titre fade, tu vois. Exactement. Franchement, c'est une très bonne idée, mais pourquoi ils vous ont attaqué? Ils ont eu peur de la concurrence, en fait. Attends, on a eu plein d'attaques. On a eu une attaque de Sega. Ouais. Et donc après, au moment du procès, notre avocat était parti comme quoi on allait perdre, sûr et certain, parce qu'ils avaient pris des jeux japonais, ils avaient mis comme quoi c'était de la contrefaçon. D'accord. Et oui, parce que Sega France et Sega Japon, bah c'était dissocié avec la communauté européenne, avec l'Europe, pareil que Nintendo. Hein. Ouais. Et donc il s'avère que Sega, en se dissociant, ils ont pris des jeux d'importation et ils nous ont dit voilà, c'est de la contrefaçon. C'est étonnant. Ce n'est pas Sega France qui produit ces jeux-là. Voilà. D'accord. Donc c'est de l'importation illégale. D'accord. Donc ils nous ont attaqué, mais il s'avère qu'ils avaient mal mis leur truc là, leur attaque, et ils avaient mis sur un autre problème. Et en fin de compte, la juge, alors mon avocat n'avait rien vu,
Parce que normalement, c'est mon avocat qui doit avoir le problème. Mais heureusement qu'on a eu une juge qui était nickel. Et la juge, elle lui a dit, non, moi, je peux pas faire le procès parce que ça, c'est pas en bonne uniforme. Et ça, c'est pas en bonne uniforme. Vous devez refaire de nouveau toute la procédure et attaquer sous une autre forme. Alors, bien sûr, quand le procès est tombé à l'eau, ok. Bien sûr, après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré tout l'import. Vous avez été obligé on a retiré tout l'import pour pas qu'ils rachètent de nouveau des jeux d'import et qu'on se retrouve dans la même merde. D'accord, ok. Donc, et cette fois-ci avec une bonne procédure. Donc, on a fait, on a échappé au pire. On est en train de parler quand même de sommes de 1 million d'euros. Hein. Ils nous réclament entre 1 et 2 millions d'euros, ils réclamaient. Non, c'est pas rien, Donc voilà, c'est pour couler la boîte quoi. Oui. Et donc ça, alors par contre, on a perdu le procès de Nintendo. C'est une perte sans être une perte. En fin de compte, l'avocat, pareil, hein, c'était le même problème. L'avocat de Nintendo, il n'était pas au courant des marges. Et notre avocat est arrivé à un accord avec lui en disant voilà, ils vont payer 50 000 francs. Là, c'était des francs à l'époque. Ils vont payer 50 000 francs. Et en contrepartie, ils vont s'engager pour vous commander des jeux pendant 2 ans avec 30% de réduction sur les prix des jeux et des consoles. D'accord. et donc l'autre avocat, Nintendo, il n'y a pas de souci, il signe, tout le monde signe. Et ben ça a fait que ça a été obligé par Nintendo de nous vendre à 30% moins cher. Ah ouais, carrément. Donc donnant. Nintendo. Voilà, Nintendo vendait à 15%, grosso modo, entre 10% 15%. Et les consoles, ils vendaient qu'à 6%. Tu faisais à peine 6% ou 5% sur les consoles. Et ben nous, on avait 30% sur les consoles et 30% sur les jeux. Ah ouais, c'est énorme. Donc on a payé 50 000 francs et on a eu pendant 2 ans un compte Nintendo ouvert à 30% de réduction par rapport au jeu, quoi. Et ça, c'était négociable avec Nintendo France ou Nintendo Nintendo France. Nintendo France, c'était eux qui nous avaient attaqué, pas Nintendo Japon. Nintendo France, c'était eux qui nous avaient attaqué. Donc en fin de compte, on avait, grâce à ça d'ailleurs, on a eu l'idée d'ouvrir la centrale de distribution de Stock Games. D'accord. Ah ouais. Et on avait des prix tellement nickel au niveau de Nintendo qu'on a commencé à vendre. On a ouvert une centrale, et non, on n'a pas fait de franchise parce que la franchise, ça nous aurait obligé à vendre que à des Stock Games. D'accord. Alors qu'en faisant des locations d'enseignes comme on faisait avec Stock Games, on pouvait vendre à n'importe qui. D'accord. Ça, on pouvait ouvrir une centrale comme une sorte de fournisseur pour n'importe qui. D'accord. Et seulement pour les Stock Games que vous aviez franchisés. Pas pour les Exactement. D'accord. Et tu me racontais l'histoire avec Maxi Games là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire que des gens de Maxi Games sont venus voir comment vous fonctionnez. Alors Fred est venu. Je crois que Fred et Patrick. Je crois que Patrick aussi est venu, mais je suis pas sûr. Je me souviens plus très bien. Fred en tout cas était là. Et il a commencé à parler avec Stéphane. C'est le gérant de l'époque du 15 rue des Écoles, qui était mon associé. Et donc on a commencé à tous parler, mais surtout c'était surtout Fred et Stéphane. Et Stéphane a commencé à lui dire voilà, pour faire ça, il faut faire comme ça, en pensant vraiment qu'il allait devenir Stock Games. D'accord. Fred lui a posé plein de questions. Ouais, comment on fait ça, comment on fait ci, comment on fait l'autre, ainsi de suite, tout ça. Et à la fin, à force de poser toutes ces questions-là, au lieu de le faire avec nous et devenir Stock Games et rendre la chaîne de magasins Stock Games encore plus puissante, non, il l'a fait tout seul. Il a créé une concurrence directe à Stock Games. D'accord. Ouais, je vois l'idée. Et par exemple, des boutiques comme Shoot Again, est-ce que pour vous c'était un exemple à suivre ou il fallait faire quelque chose de différent par rapport à... Le top pour nous c'était Score Games. D'accord, qui était en face. Ah oui, Micromania c'était l'inaccessible parce que Micromania était déjà depuis très très longtemps là. Je me souviens moi à l'époque il y avait un Micromania qui était au sous-sol de la galerie du Printemps. Au sous-sol du Printemps il y avait un Micromania à l'époque. Et j'allais là à l'époque quand j'étais jeune pour acheter mes jeux. Et j'ai toujours été fan de jeux, toujours. Surtout j'ai démarré avec l'Amstrad. Avec Loric, au tout début avec Loric Atmos 48K, mais peut-être tu connais pas. Non, je connais pas. J'ai démarré avec Loric Atmos 48K, j'ai même programmé dessus, et après je suis passé à l'Amstrad. D'accord. Amstrad cassette avec le lecteur après externe de disquette. Et t'as fait de la programmation dessus carrément, c'est ça aussi tu disais? Alors
Alors, sur Amstrad, j'ai pas programmé vraiment. Ce que je faisais sur Amstrad, c'était prendre, on va dire, des revues de jeux vidéo. Ouais, comme Tilt et tout ça. Oui, il y avait des programmes. Par exemple, je me souviens un programme qui s'appelait Tank, et tu devais taper, voilà, en basique, tout le système. Et après, je faisais ça. Et après, voilà, quoi, des trucs comme ça. Et après, j'avais trouvé un truc pas mal, c'est avec le multitap. Ouais. Tu sais, c'était un truc où tu enregistrais, t'appuyais, t'enregistrais des jeux, et tu redémarrais de là où tu avais enregistré le jeu. Mais tu devais utiliser avec le multitap le jeu. D'accord. Et après, en fait, j'ai vu qu'avec alors je sais pas comment je suis arrivé là, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je sais pas comment je suis arrivé là, mais je sais pas, j'ai fait un mélange à un moment donné avec un 007, James Bond. D'accord. Sur Amstrad, j'avais pris le premier bloc de James Bond, j'ai rajouté tous les autres blocs du jeu enregistrés avec le multitap. J'ai fait une bidouille pour qu'ils comprennent que la fin du jeu était celui du 007, et ça a fonctionné. Ah, mais je vois il y a des gens aussi, tu sais, ça leur est arrivé également de coller des pages en fait en lisant le magazine Tilt ou Génération 4 ou Joystick, et d'avoir tapé la suite du programme qui était 2 pages plus loin, et de pas comprendre aussi pourquoi ça marchait pas aussi des fois. J'ai entendu des histoires comme ça avec des gamins de 12-13 ans qui voulaient retaper les lignes de code en basique sur Amstrad, Amiga, Atari. Moi, j'avoue que de mon côté, j'ai fait un peu de basique, tu vois. Je m'amusais à faire des détournements de lignes de code en modifiant des trucs pour justement, par exemple, apprendre les verbes irréguliers à l'école, tu vois, en anglais. J'avais fait des changements au niveau j'avais téléchargé, enfin, pas téléchargé, c'est un lapsus. J'avais repris dans un magazine des lignes de code avec, tu sais, un jeu questions-réponses où tu devais changer justement les questions. Et à la fin, moi, dans les 3 réponses possibles, je mettais les verbes irréguliers possibles pour apprendre l'anglais, tu vois. Et je m'éclatais comme ça. Le print. Voilà, on changeait le print, on changeait également la longueur de la réponse ou des choses comme ça. Mais c'est des petits trucs. Quand t'as 11 ans, tu vois, t'es content, tu vois. C'est pour s'amuser. Mais tu vois, comment t'es arrivé en fait toi de ton côté à te dire tiens je vais ouvrir une boutique, ouvrir une franchise, comment ça vient à l'idée en fait? Tout ça a démarré comme ça. Moi j'étudiais à l'époque, j'étudiais à l'école Boulle, en tant qu'architecte d'intérieur. Et donc j'étais en 2e année, enfin même c'était en première année. Et mon meilleur ami était une personne qui s'appelle José Joachim, qui était l'associé. C'était celui qui est parti au Japon, qui adorait le Japon. José Joachim était l'associé de Stéphane et de Marc Selam à l'époque, au 44 rue de Malte. Et donc, il était là-bas, donc la boutique il fait l'angle. Le premier Stock Games, Stock Games. Et donc, ils étaient là tous les 3, et moi j'allais là-bas parce que j'étais vraiment le meilleur ami de José. Et donc, j'allais à chaque fois là-bas et je parlais, voilà. Et je voyais comment ça marchait la boutique. Il y avait même une boîte, voilà. Et je voyais, putain, ils se font plein de thunes, c'est un truc de malade. Et donc, je me suis dit, putain, c'est vraiment génial. Et à un moment donné, je voyais, grosso modo, ils se faisaient 1000 €, l'équivalent de 1000 € par jour. Et moi, je me dis, merde, putain, 1000 €. Ils sont 3, ça fait quand même pas mal, tous les jours. Et je commence à poser une question à mon professeur. Je fais, voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin des 5 ans là? Et donc il me dit, bah voilà, tu vas toucher dans les 1500 € quoi, au début. Je fais, putain, l'autre en un jour et demi, ils font ça quoi. Et je fais, attends, en plus j'étais fan de jeux vidéo, j'adorais les jeux vidéo, je me dis en plus travailler dans le monde du jeu vidéo, pour moi c'est pas un travail quoi. Et donc je décide, Stéphane me dit, voilà, écoute, si toi tu abandonnes les études, tu viens avec nous, tu fais un magasin direct. D'accord. Et je fais ok. Alors lui il avait apprécié, parce qu'à l'époque on avait parlé ensemble, et on parlait souvent au sous-sol du 44 rue de Malte. Et on commençait à parler, et à un moment donné je leur ai dit, écoutez, vous rachetez des jeux, vous vendez des jeux, pourquoi c'est comme un échange. Pourquoi vous faites pas un truc d'échange, et vous arrondissez le prix à 50 francs. Et Stéphane me dit, putain, c'est pas con.
Et à partir de là, il a mis Stéphane sur la publicité. Achat, vendre, reprise, échange. D'accord. Et c'est vous qui avez créé ce système d'échange alors? Exactement, il y avait personne qui le faisait à l'époque. Tu peux regarder sur les revues. Non, mais je te crois parce que je me souviens, moi j'étais client. Alors moi, regarde, par exemple, je sais pas de quelle date exactement, voilà, on peut parler pour la création du système d'échange. Mais moi, je me souviens que la première fois, par exemple, que je vais à République, accompagné, et c'est-à-dire je comprends pas, hein, c'est pas que je comprends pas, mais pour moi il y a tellement de jeux que voilà, t'es dirigé par ton père ou des amis directement vers ce que toi tu voulais venir chercher, et t'as pas l'idée de demander comment ça se passe, est-ce qu'il y a un système d'échange, de rachat. Tu viens prendre ton jeu, et moi je te parle genre de 1988, où peut-être voilà, j'ai 11 ans et je viens chercher voilà 2-3 jeux sur Commodore 64, etc. Mais en effet, moi je reviens après peut-être une fois par an, et à partir de 92-93, tu vois, quand je suis un peu plus vieux, je prends les transports tout seul, je viens, et il y a ce système d'échange en 93. 93, c'était voilà. Quand moi j'étais avec eux en février 93, ouais, c'est là où j'ai mis en idée à José, à Marc et Stéphane, l'idée de l'échange. J'ai dit, pourquoi vous faites pas un truc et vous mettez échange? Parce que c'est un échange que vous faites. Et tu mets un prix moyen. Et comme ça, les gens, au lieu d'arriver avec 4 jeux ou 5 jeux, ils vont arriver avec tous leurs jeux. Et c'est simple, t'as pas besoin de te prendre la tête. Tu dis, voilà, ton jeu, il est là en vitrine. Tu reprends un autre jeu du même prix, tu payes 50 francs. Tu parais arnaqueur, et c'est du franco-franco, quoi. Et puis en fait, dans notre tête, tu vois, en tant que gamin, c'était génial parce que nous, on avait 2 jeux ou 1 jeu par an, 9, et ça nous servait de monnaie d'échange de 50 francs à chaque fois, de reprendre un autre derrière sans investir à chaque fois 400 balles, tu vois. Nous, en tant que gamin, c'était un rêve de voir ça parce que. Vas-y. Je me souviens exactement du contexte. On était en bas, au sous-sol. Stéphane était tout derrière un petit bureau. José était affalé parce qu'il y avait une sorte de fauteuil en bas, un lit, quoi. C'était un lit fauteuil, quoi, le truc. Et il y avait Marc Tellam aussi qui était là. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on commence à parler, ainsi de suite, tout ça, je fais, mais ce que vous faites, c'est un échange. C'est pourquoi vous faites pas un prix moyen, un prix par rapport au prix, un autre jeu au même prix, et vous faites 50 francs. Comme ça, c'est net. Et là, direct, ils ont commencé à faire ça et ça a cartonné. Voilà. Non, mais alors, l'idée du Stock Games à Stack Games, ça a été moi, et l'idée de l'échange, c'était moi aussi. Ah, mais je suis pas étonné de toute façon, parce qu'il y a eu des très bonnes idées marketing que vous avez eues, qui sont arrivés tardivement, j'ai l'impression, sur le boulevard Voltaire à un moment, parce qu'il y avait plus de micro-informatique. Toi, t'as connu. C'était plus la micro-informatique au début. C'était pas forcément les consoles de jeu. Hein. La Famicom, la question. Moi, c'était que console, je voulais. Voilà, t'as fait que console. L'Ultima, c'était beaucoup micro-informatique, l'Ultima et tout ça. Mais moi, je voulais surtout console, à fond console. Et surtout que il y a quelque chose que José avait réussi. Je me souviens, il y avait Stéphane, il avait mis un petit peu la pression. Il a dit, écoute José, grosso modo, tu sers à rien ici. Ok, grosso modo. Donc, tu vas aller là-bas. Alors, je t'envoie au Japon. Si tu reviens avec un fournisseur, il n'y a pas de souci, tu continues avec nous. Si tu reviens sans fournisseur, on va réfléchir, quoi. Voilà, grosso modo, c'était ça le truc. Et José a cartonné. Ah ouais. Ah, José Joachim, il a cartonné. Comment il a fait alors? Il est parlé japonais? Ah, il est venu, non seulement il est venu avec le meilleur fournisseur de l'époque. C'était Wawa Trading. D'accord. Il est venu avec ce fournisseur-là, et non seulement il est venu avec ce fournisseur-là, le mec, il a réussi à se faire ami de ce fournisseur-là. Il a même dormi chez lui, le mec. D'accord. Je sais pas si tu te rends compte, il va au Japon, il dort chez le mec qui nous rend les cheveux, quoi. Ah, c'était gagné là. Ouais, bah oui. Ah, c'était gagné. Ah, il a cartonné. Bah là, d'office, il a gagné sa place, quoi. C'est avec Stéphane et tout ça, et avec Marc. Et moi, j'étais pas encore associé avec eux dans cette époque-là. C'était au moment où justement j'étais en train de l'être. Et donc après, bah, Stéphane décide justement de faire avec moi et avec José, parce qu'il s'embrouille avec Marc. Et donc on décide de faire à 3 le magasin City Games. D'accord. City Games, c'était mon premier magasin. City Games, on l'a appelé City Games, un arrière-goût de paradis. Ah bon? Pourquoi? Parce que moi je pensais que ça allait cartonner, et ça n'a pas cartonné du tout, quoi. Et donc
Donc voilà quoi. Donc c'était ça le. C'était ça. Bon, par contre, là-dessus, sur City Games, on était tous les trois. C'est-à-dire Stéphane, José et moi. Ouais. Marc n'était plus là. C'est dommage parce que moi j'aimais bien Marc. Mais bon, il n'était plus là. Marc Selam n'était plus là. D'accord. Marc Selam d'ailleurs avait son cousin Maurice Selam, c'est celui justement qui a ouvert Stock Games et ensuite qui a ouvert le magasin qui a revendu à Retro Gameplay, à Fred. D'accord. Mais c'est Maurice Selam. Ouais, et toi t'as connu Ami le Pro aussi, que tu avais sur le quartier. Oui, j'ai connu Ami le Pro, bien sûr. Et est-ce que tu t'es inspiré en fait de ces gens-là ou t'as créé ta seule façon de vendre à toi? Moi j'ai créé ma façon. Moi ma façon à moi, ça n'a rien à voir avec Répu. D'accord. Répu pour nous, c'était considéré les arnaqueurs. C'était les considérés comme les requins du jeu vidéo, comme celui qui essayait de niquer le client. À ce point-là, déjà en 92, 90, tout ça, c'était comme ça. Ouais, c'était ça, ouais. C'est incroyable. Alors nous, par contre, moi, j'étais tout à fait le contraire. D'accord. Moi, j'étais celui qui donnait de l'humanité aux jeux vidéo. Ouais. Alors c'était moi, bien sûr, qui était aux 15 rue des Écoles et aux 3 rue d'Arras, en tant que vendeur, et j'avais un contact direct avec le client. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu regardes, Edge faisait partie de mes clients. À l'époque déjà, il me l'a dit, on a discuté un peu, Et ben si tu discutes avec lui, tu verras que la façon de vendre que moi j'avais n'avait rien à voir avec. Alors bien sûr, ma façon de vendre, je l'ai retransmise à mes vendeurs. Ouais. Et dans mes vendeurs, pour que tu voyes à peu près, qui sont, il y en a pas mal qui sont en train de travailler à République. Ouais. T'as David Margerin, celui de Full Set, c'est un de mes vendeurs. Par contre, il avait été formé chez Score Games. D'accord. Mais il était très très bon vendeur. Il reste toujours très très bon vendeur et c'est moi qui ai affiné sa vente, on va dire, au niveau du contact client. D'accord. Ensuite, il y a eu Christian. Christian, ça a été, pareil, un de mes meilleurs vendeurs aussi. Mais Christian, lui, ne travaille pas à République. Christian, donc. Par contre, ceux qui travaillent à République, tu as Sylvain, qui travaille à République, à Satellite, je crois. Et tu as Mathieu Colsoup, qui c'est celui qui est avec Olivier, qui travaille chez Olivier. D'accord. De Tader. D'accord. Donc ça, c'est les clients qui sont, enfin, c'est les vendeurs qui sont passés aux 15 rue des Écoles. D'accord. Et que j'ai formés. Ah d'accord. Et t'as eu déjà des gens de chez Score Games en face de chez toi, rue des Écoles, qui sont venus bosser pour toi, ou inversement des vendeurs qui t'ont quitté pour partir chez Score Games? Non, inversement non. Mais par contre oui, j'ai eu David Margerin. David Margerin est venu chez moi, il était vendeur chez Score, il est venu chez moi pour travailler. D'accord. Après il y a eu un autre aussi, mais je me souviens plus de lui exactement. Par contre, ce que j'ai fait quand j'ai vendu en 2003, j'ai vendu, enfin Stéphane et moi on a vendu le magasin du 15 rue des Écoles et Ripley en face le 13 rue des Écoles, enfin le 6 rue des Écoles. Ouais. Donc on a vendu ces deux magasins et que je suis venu vivre ici en Espagne. Ouais. Avant cela, j'ai récupéré entièrement le magasin d'Anthony. C'est-à-dire j'ai acheté la moitié des parts à Stéphane et j'ai récupéré entièrement le magasin d'Anthony, de Stock Games Anthony. Et donc là j'ai commencé à faire à ma sauce. Le magasin. Et à ce moment-là, il y avait le gérant de Score Games Anthony et le sous-gérant de Score Games Anthony, c'est-à-dire Sergian et le sous-gérant c'était Stéphane. Ouais. Donc j'ai pris les deux puisqu'ils avaient été virés par Score Games Anthony. Ouais. J'ai pris les deux, je les ai mis au sous-sol d'Anthony. Et on a ouvert ensemble un truc qui avait cartonné, c'était un truc de malade. Ouais. Ok. Tellement cartonné que je me suis ramassé un contrôle fiscal. Ah merde. Au bout de 1 an et quelques, mais ça cartonnait, hein. Encore plus que le 15 des Écoles. Hein. C'était, je pense, le magasin qui cartonnait le plus de toute la France. Hein. Et ça, c'était lequel? C'était quel magasin, celui-là? Anthony. Ah, Anthony, d'accord. Ouais. Okay. J'avais quand même plus que 300 000 € de stock de jeux à l'époque. Hein. D'accord. Ah ouais, donc c'était vraiment bestial. J'ai des photos, c'est des trucs de malade. Et donc ça cartonnait, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un contrôle fiscal. Ouais. Et comme moi j'étais clair et j'étais honnête, je leur ai dit voilà, j'ai un problème, j'ai un contrôle fiscal. On va pas se payer. C'était au mois de novembre ça. On va pas se payer jusqu'au mois de mai. On va être tranquille, pépère. On paye le contrôle fiscal. Ouais. Comme j'avais commencé déjà à déclarer, donc déjà la façon légale était déjà mise en place. Ouais. Et on fait tout nickel et on continue tranquillement en mai. Conclusion, ils me disent oui, il n'y a pas de problème. Mais un mois plus tard, je me rends compte qu'il y a un vol de malade. Et je fais attends, c'est pas normal.
Et donc, je vais là-bas, ça m'a mis 2 mois grosso modo. Et au bout de 2 mois, je vire tous les gens qui sont là-bas pour mettre d'autres personnes. Et en fin de compte, les autres personnes, ça a été encore pire. Et voilà, les autres personnes, ça a été encore pire. Et donc, à la fin, je me suis retrouvé, après 1 an et demi, 2 ans, je me suis retrouvé avec un magasin en piteux état. Alors, c'était un magasin quand même qui générait beaucoup d'argent. Vu que c'est passé, c'est prescrit, ça générait entre 30 et 40 000 euros net par mois. D'accord. Donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Hein. Et c'était supérieur à une boutique de Paris pour la banlieue ou c'était équivalent? Il faut savoir que les deux Score Games qui cartonnaient le plus, en score, je parle, qui cartonnaient le plus de France, c'était le Score Games Saint-Lazare et le Score Games Antony. Et Saint-Lazare, 2 étages. Il n'avait pas 2 étages à Saint-Lazare, le Score Games, je crois. Exactement, le Score Games 2 étages, à côté de la carte Saint-Lazare. Ouais. Là, c'est simple. Score Games était à droite de la gare Saint-Lazare. Moi, j'habitais à gauche de la gare Saint-Lazare. Ah, d'accord. Non, mais concours de circonstances, C'est clair. Et donc, c'était les 2 Score Games qui cartonnaient le plus. Et en fait, moi, j'ai réussi en faisant le truc de Score Games, en reprenant le sous-gérant et le gérant de Score Games. Eux, ils avaient une clientèle client de malade. Et on a réussi à récupérer toute la clientèle client de Score Games, plus toute notre clientèle client à nous de Stock Games. Ça a cartonné. Et comment vous avez fait? Vous avez prévenu un peu les gens pour les déplacer, leur dire il y a une boutique là? Il y avait Sergent qui était dehors, c'était le gérant de c'était le sous-gérant de Score Games, Anthony. Il était dehors, il dit venez, maintenant on est ici. Trop fort. C'était à l'époque. Et donc tout le monde venait. Et en haut, j'avais, rez-de-chaussée, j'avais une personne qui s'appelait Hassan. Ouais. D'accord. Mais Hassan Dundar, je me souviens même de son nom. Et l'autre en bas, c'était Sergent Méric, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis par rapport au fait que République, pour vous, c'était les arnaqueurs. Alors, moi, j'ai eu des affinités avec pas mal de gens durant les années 90, mais à partir des années début 2000, on était conscient de ce qui se passait avec le recel et d'autres problèmes. Et je sais pas, tu sentais qu'il y avait moins d'affaires à faire pour le client et que le gérant te méprisait un peu de plus en plus. Exactement. Moi, ça, je l'ai senti depuis le début. Peut-être toi, tu l'as pas senti au tout début parce que tu es plus jeune que moi. C'est ça, et tu n'avais pas peut-être cette finesse de voir la vision. En face de toi, c'était un gros enculé. Oui. Bien sûr, attends, il y avait quelques-uns qui étaient un peu mieux. C'était pas tous des autres. On est au courant de tellement de choses. Ça va tellement loin, si tu veux. Ce qui s'est passé en 2004, disons que c'est un petit coup d'arrêt pour des boutiques qui ont profité du système de recel, mais de toute façon, c'était tout Carrefour qui était dans le magasin. Ouais. J'attendais au 5e sous-sol de Carrefour pour faire les trucs. Et après, quand ils sont rentrés avec le groupe FR3, là, quand ils sont rentrés dans la maison d'Olivier, ça a été, où ils ont vu le tableau accroché. Tiens, c'est encore pire que ce qu'on pensait, quoi. Tu vois. Donc c'était un truc de malade. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que, tu vois, moi, ce que j'appréciais, début années 90, après, moi, c'était avec mes yeux d'un gamin de 15 ans. C'est-à-dire, on est en 94, 95, 96, allez, voilà. 16-17 ans par là, tu vois. On avait ce regard d'avoir les nouveautés. Tu vois, l'import pour nous c'était vachement important. Et je pense que toi t'en étais vachement conscient. C'est pour ça que tu t'es dirigé tout de suite vers les consoles. Et un marché qui n'existait pas. Il y avait beaucoup d'informatique, comme tu dis, et des jeux pâles franco-français qui arrivaient dans les supermarchés. Et quand tu voulais des jeux qu'il y avait dans les magazines où t'avais AHL, Trazom, et puis JM Destroy qui en parlait, c'est République. Et puis Jussieu également. Et quand t'es gamin, t'as pas forcément l'autonomie pour te déplacer. Il faut un parent, tu vois, pour t'amener là-bas quand t'es banlieusard ou que t'es provincial. Ou alors t'allais vendre par correspondance. Tu vois. Et en fait, expliquer une anecdote que tu vas aimer. Ouais. Quand on était au 44 rue de Malte, ok.
C'était en 80, c'était quand Final Fantasy 2, quand Final Fight 2 est sorti. D'accord. Wawa Trading, c'est notre grossiste de l'époque, que José Joachim nous avait amené, comme ça c'est nickel. Comme il s'était ramassé une énorme gourde, parce que comme il était chinois, Wawa Trading était chinois, il habitait au Japon et les Japonais n'aimaient pas les Chinois. Donc il s'était ramassé à un moment donné une énorme gourde avec le Final Fight 2. D'accord. Et on a eu les Final Fight 2. Si on lui achetait tout le lot, je sais plus combien c'était, 2000 ou 3000 Final Fight 2 ou 5000, je sais plus. C'était un truc bestial. Il nous faisait à 60 francs. Le jeu? Le jeu. Ah ouais. et le jeu, on l'a vendu à 199, je crois. Et au fur et à mesure, il est descendu jusqu'à 99 euros. Jusqu'à 99 francs, excuse-moi. C'est des francs. Mais donc t'imagines, je sais pas si tu te rends compte, à l'époque c'était 600 et quelques francs le jeu. Oui, c'est ça. Et de le vendre, le Final Fight 2 à 199 francs, ça cartonnait. Je crois que le tout début, peut-être on l'a vendu à 299. Et après, c'est tout de suite descendu à 249, 199 et on a commencé à descendre comme ça jusqu'à le vendre à 99 francs. Et c'était du neuf. Hein. C'était du neuf. Et donc c'est vrai que là, comme tu dis, à cette époque-là, tout le monde voyait, pareil que la Neo Geo, on avait basé à fond sur la Neo Geo, quand personne ne croyait à la Neo Geo. Et donc au 44 rue de Malte, de 93, moi j'ai démarré en février 93. En 44 rue de Malte, et j'ai été là-bas jusqu'en septembre, jusqu'à fin août 93. Dans ce laps de temps, c'est là où vraiment on a basé à fond sur tout, quoi. Et moi j'étais là à fond en tant que vendeur, voilà. Et après quand Stéphane s'est un petit peu dissocié de José, et voilà, il est allé aux 3 rue d'Arras, justement à Jussieu. À Jussieu, aux 3 rue d'Arras. Et moi, comme moi, j'avais losé avec City Games, j'avais losé grave, parce que vraiment, j'étais la grosse bâclée sur City Games. Ça n'a pas marché du tout, quoi. C'était l'arrière-goût de paradis. Voilà, je croyais avoir le paradis, c'était l'arrière-goût, quoi. D'accord. J'étais pas joisse, hein. Et donc, comme j'avais losé grave sur City Games, j'étais en tant que vendeur avec Stéphane. D'accord. Et là où je m'en veux un petit peu, c'est que Stéphane et José s'étaient disputés entre eux. Et José, c'était mon meilleur ami. Hein. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre Stéphane ou José. Ça va, d'accord, je vois. C'est des dilemmes professionnels. Et j'ai choisi la sécurité. Parce que c'est vrai que José n'avait rien établi vraiment. Et j'ai choisi la sécurité au lieu de l'amitié. D'accord. Et j'ai choisi Stéphane. Et là, je m'en veux. Et j'aimerais bien que tu le passes, ça. J'aimerais bien que tu le mettes. D'accord. J'aimerais bien que José le sache, quoi. Parce que vraiment, José... José, si tu m'écoutes, je t'aime. Putain. Mais tu sais, mais t'as moyen de... Moi, je sais où José il habite. Tu sais où il habite maintenant? Dis. Et il habite au-dessus de votre ancienne boutique à rue des Écoles. C'est vrai, on m'avait dit oui, au premier étage. Voilà. C'était là où il avait acheté avec la chinoise, la japonaise là. Il habite toujours là-bas. Je sais plus qui me l'a dit. Je crois que c'est Mani là qui me l'a dit là, avec son pseudo là. C'est lui qui me l'a dit là, ouais. Je crois que c'est lui, hein. Parce que Edge il le sait pas et moi je connaissais un. Mais je pensais qu'il avait déménagé parce qu'il avait fait. Après, il s'est lancé dans l'immobilier. Il a fait plusieurs affaires. Il a fait les premières affaires. Ça n'a pas bien marché avec lui. C'était ce qui il s'était fait arnaquer avec un terrain qu'il avait acheté qui devait être construisible. Après, ça n'était pas construisible, pas constructible. Donc voilà quoi. Il s'était planté. Là-dessus, on l'avait arnaqué. Et après, je sais pas comment il a réussi à retourner le truc. Et après, il s'est retrouvé d'un coup. Les autres nouvelles que j'ai eues, c'est qu'il avait acheté un immeuble entier à Saint-Paul ou un truc comme ça dans le quartier du Marais. Et il avait acheté un immeuble entier, il était en train de le refaire et de vendre étage par étage, appartement par appartement. Et là, il a cartonné. Et après, je sais pas après ce qu'il est devenu, quoi. Mais c'est vrai que José, voilà, ça reste toujours mon ami à l'intérieur, même si on se parle pas ni rien. Mais c'est vrai que je me sens fautif parce que j'ai fait le choix et j'ai vu que ça l'a affecté. Bah oui. Et je me suis senti comme un gros enculé, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, la décision, j'étais enculé, quoi. Parce que j'ai choisi la sécurité au lieu de l'amitié. C'est vrai que dans l'histoire, comme ça, on peut dire oui, l'amitié, c'est plus important que la sécurité. Mais à ce moment-là, j'ai choisi plutôt la sécurité.
Disons que moi je pense que après mélanger l'amitié avec le professionnel à un moment c'est compliqué parce qu'il y a des divergences d'opinion sur comment dire, les projets et puis la façon de fonctionner, tu vois. Et moi je peux comprendre, hein, parce que disons que ouais, moi aussi dans les années 90 il y a eu des divergences d'opinion et tout. Bon après, moi j'aurais très bien pu rester comme toi en tant que vendeur pendant beaucoup plus longtemps, ou même fournir ou mettre en relation des gens. Ça m'a pas passionné plus que ça. Moi j'ai complètement changé de secteur à un moment donné, mais au niveau de si tu veux, au niveau de la vente, j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu des gens aujourd'hui qui sont chez encore Obi-Wan, ou qui sont encore y a Bruno qui est chez Full Set. Bruno, c'est un des gars qui est chez Full Set. Comme chez Obi-Wan, t'as Jérémy avec d'autres vendeurs qui étaient là déjà en 96. Et je sais pas comment ces gars-là, ils vivent exactement. Tu vois, c'est un mystère pour moi. Parce que, bon, quand tu connais les coulisses, tu te dis, est-ce que ces gars-là, ils vont cotiser un moment pour leur retraite, ou ils continuent à faire les fous, à sortir, à s'amuser comme quand ils avaient 25 ans, tu vois, je sais pas. C'est un mystère. Mais nous, en tout cas, voilà, toi, ma génération à moi, de fin 77 ou début 80, on est extrêmement reconnaissant de gars comme toi, qui ont favorisé déjà premièrement l'import dans les boutiques indépendantes, mais également, tu vois, ce marché où tu as un échange entre le vendeur et puis le client qui est passionné de jeux import. Tu vois ? Parce que tu vas chez Darty, tu vas chez la Fnac, tu vas chez Conforama, à l'époque, il n'y a pas ça. Les mecs n'y connaissent rien. Tu vois ? Bien, je vais t'expliquer une anecdote que j'avais faite pour que tu vois comment j'étais différent des gens. Déjà, tous les clients qui me connaissent, qui doivent m'entendre là, ok, enfin quand tu mettras ça en publication, comme Thierry, comme d'autres, ok, que je cite quelques-uns comme Sylvain, tous les clients qui me connaissent, ok, comme Franz, ils savent comment j'étais. Ouais. Ils savent, par exemple, ils disaient, qu'est-ce que tu me conseilles? Je disais, je te conseille ce jeu-là, je te conseille celui-là, et je préfère mieux dire la vérité que de mentir pour vendre un jeu voilà. Parce que je pensais toujours qu'il valait mieux investir dans la qualité des gens, dans la clientèle, que dans les joypads, console plus et tout ça. Pourquoi? Un exemple tout bête. Je vais te dire une anecdote que tu vas aimer. Il y a une dame qui fait une maman qui vient avec son fils 10 ans, la maman peut-être 40, 50, et le petit regarde, ils avaient pas beaucoup d'argent, et donc il y a deux jeux qui leur plaisent, bien sûr, le jeu cher et le jeu moins cher. Et donc la maman dit écoute, on va prendre ce jeu-là parce qu'il y a pas assez. Bon, alors ils prennent le jeu pas cher. Moi tranquillement, je prends le jeu cher. Je prends aussi le jeu pas cher. Mais je prends le jeu cher parce que je leur dis allez là-bas au comptoir, je vais vous facturer ça. Et eux, ils ne voient pas que j'ai pris le jeu cher. Alors je mets le jeu pas cher devant, le jeu cher je le mets en dessous sans que ça se voie, en dessous du comptoir, et je commence à facturer le jeu pas cher. Bien sûr, eux ils voient pas l'écran, mais dans l'écran je mets le titre du jeu cher. Je change le prix, et au moment de lui donner le sac, je mets le jeu pas cher à l'intérieur. La personne va, elle paye, pas de problème, et elle va pour prendre son jeu pas cher. Et je lui dis attendez, je me suis trompé. Je prends le jeu pas cher, je le mets en bas, je prends le jeu cher et je mets le jeu cher, allez-y, vous pouvez partir. Et la maman, elle était les larmes aux yeux, je m'en souviens tout le temps, et elle m'a dit merci beaucoup, ainsi de suite et tout ça. Et elle est partie. Et elle, je l'ai gagné toujours comme cliente. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Et ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté peut-être 20 € de différence. C'est-à-dire 20 €, c'est quoi? C'est rien. Quand tu as une boutique comme ça. Sachant qu'on payait les consoles plus 2000 €. C'est ça. C'est un investissement pour le futur. L'anecdote sur le gamin, c'est... J'ai connu ça également avec des clients auxquels on a fait des trucs sympas avec Maxi Games. Comme tu dis, l'investissement sur le futur client,
c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette pensée-là, tu vois, ce côté. Mais je pense que toi, t'as dû faire des études d'économie, c'est pas possible. T'as fait quelque chose en rapport avec. T'as pas fait que architecture, tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai fait que architecture. Ah ouais, mais c'est inné ce côté marketing. En plus, à l'époque, je parlais pas beaucoup. Hein. Je faisais partie des mecs un petit peu introvertis. Ouais. J'ai commencé à changer un petit peu quand j'avais 16, 17 ans. Parce que ma vie, ça a été très difficile. Hein. J'étais orphelin à 15 ans. D'accord. J'étais orphelin. Ma mère était toujours en vie, mais elle avait Alzheimer. Et j'étais séparé de mon père. Donc ça a été très difficile pour moi. Je me suis retrouvé à la rue et tout. Et donc c'était très difficile pour moi. J'ai été 2 jours à la rue. Après, j'ai trouvé une personne qui s'appelait Théo, qui a plus de moi. Mais ça a été très très difficile pour moi. Mais c'est vrai que. Tu t'es fait tout seul, Je me suis fait un petit peu tout seul, Et après, j'ai peut-être cette sensibilité, par rapport. Et après, comme je dis, j'ai essayé de former mon personnel toujours avec cette sensibilité vis-à-vis de la clientèle. Et c'est pour ça que Edge, ça lui a arraché le cœur quand il a vu le 15 rue des écoles fermées. Et pour ça que tous les gens qui peuvent te parler du temps où moi j'étais là-bas, au moins du temps. De toute façon, Isabelle, c'est celle qui a suivi. Isabelle et Lionel qui ont suivi, étaient aussi gentils. C'était des gens gentils aussi, un peu plus. Moins parleur, moins truc, mais c'est vrai que moi j'essayais d'être le plus humain possible. Toujours j'ai battu l'humanité avant moi. Non mais je vois très bien hein, et pour te dire, alors moi dans votre boutique chez Stock Games, j'ai racheté à l'époque j'avais arrêté le jeu vidéo pendant 3-4 ans et je me suis racheté une PS2 dans votre boutique et je l'ai encore, ma PS2 d'occasion, switchée, modifiée, je l'ai encore, elle marche. Je peux rien dire. Jussieu ou un autre? Ah non, j'ai acheté dans votre Stock Games à Jussieu, en 2000. C'était Isabelle. C'était fin 2003, enfin pas le tien où t'étais à l'époque, mais voilà, en 2003, et j'avais arrêté complètement le jeu vidéo à cause des horaires décalés. Et quand je m'y suis remis, moi c'était Medal of Honor, tu vois, des fois j'en parle à des potes, Medal of Honor, le débarquement sur PS2, c'est un jeu qui m'a redonné envie d'acheter une console. Alors je l'ai acheté un peu tard, ok, mais j'ai pensé à aller à Jussieu. Pourquoi ? Parce que les prix étaient plus intéressants et les gens plus sympas. J'avais fait une overdose de République, comme tu l'as expliqué, et comme par hasard, c'est début 2000, là où justement toutes les affaires vont sortir à République avec la télé et puis les médias qui vont s'emparer du... C'était passé à Capital, hein, ce qui s'était passé sur... Tu te rappelles de... Je crois que c'était Capital ou... Ah, c'était... C'est FR3 qui avait fait ça, non ? Alors, peut-être au début FR3, mais moi je me souviens d'un documentaire sur M6. Alors M6, est-ce que c'était Capital ou autre chose ? Je sais plus. M6 c'était Capital à l'époque, Ouais, et j'ai un pote, il m'appelle, il me dit regarde, il y a la boutique de machin, il y a la boutique de trucs, ils ont fermé. Je fais, ça fait quand même 15 ans qu'ils font ça, les gars. Mais moi j'ai des très bons souvenirs en fait à Jussieu avec des jeux que je trouvais pas à République et j'ai trouvé moins cher et tu pouvais discuter. Il y avait également Patrice de chez Famitsu, t'as connu Famitsu ? Ouais. Et donc moi je l'ai revu juste avant le Covid et malheureusement avec le Covid, Retro Gameplay a dégagé tous ses vendeurs, il y a eu un turnover qui a jamais repris à un moment donné. Ouais, c'est Patrick. Voilà, oui, c'était celui qui justement était à Jussieu chez Maxi Games. Mais oui, c'est son bruit entre Fred et Patrick. Je pense que tu es plus au courant que moi de tout ça. Patrick, c'était quand même quelqu'un de vachement réglo, hein. C'est vachement droit. Hein. Quelqu'un avec qui tu pouvais faire confiance. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, regarde, est-ce que tu as suivi, toi, l'histoire qui s'est déroulée ensuite du côté de Paris avec le renouvellement des boutiques ? Par exemple, Manga Story. T'as vu l'éclos de Manga Story ? T'en as pensé quoi ? Stratégiquement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Pour moi. Ça fait pas tout musée. Ça fait plus musée que vente. Oui. Mais il a eu l'intelligence de se renouveler et d'arrêter complètement le jeu vidéo. Et il a vu que c'était fini, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est fini. Maintenant, le jeu vidéo, c'est bien, mais par rapport aux oldies. Mais moi, je vais te dire un truc. Je crois que si le magasin de jeux vidéo était basé, comme à l'époque du temps de Jussieu, à fond dans la oldies, vraiment dans le spécialiste, et vas-y, je te blinde d'oldies, tout le magasin, sans monter les prix à des prix de toxico, ok, et vraiment basé sur des prix compétitifs plus que autre part, je pense que ça cartonnerait encore.
C'est possible. Mais c'est devenu trop cher, c'est ça que tu veux dire aussi? Bah, c'est devenu un peu trop cher et surtout que ils créent eux-mêmes leurs propres tarifs, quoi. À un moment donné, tu fais tant, c'est pas normal. Ouais. Le problème d'un. Moi j'ai remarqué un truc, après c'est une technique de vente comme une autre, mais ils vont créer de l'inflation sur un produit qui n'est pas demandé, et puis ils vont voir si ça touche le public ou pas. Ils vont te mettre un jeu, tu sais, sous blister en vitrine pour appâter un peu le public, et c'est là que tu te dis qu'ils essayent quand même de manipuler leur clientèle fidèle, et je suis pas certain que les gars en fait ils aient envie de revenir dans une boutique qui gonfle les prix par rapport à peut-être la mode du rétro gaming, tu vois, alors que vous à votre époque, ben c'était pas du rétro gaming, c'était du gaming actuel. Il n'y a pas d'histoire de dire je vends de la Super NES parce que c'était la hype il y a 10 ans. Non, c'était la console du moment, même en 96 encore, ça fonctionnait, il y avait de la vente. Il faut savoir qu'en 2003, quand j'ai vendu le magasin, avant de vendre le magasin, dans le magasin, je faisais de la NEC. Ouais. Donc c'est vieux NEC déjà. Ouais. En 2002, c'est déjà vieux NEC. Ça fait 13 ans, presque plus de 13 ans. Je faisais de la Master System, je faisais de la NES. Donc j'étais déjà à fond basé sur le oldies. Déjà à l'époque. Donc j'avais déjà vu le oldies. Comme je te dis, je faisais partie des premiers collectionneurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des collectionneurs qui ont collectionné. Mais j'ai même collectionné Amstrad. J'avais 1000 jeux Amstrad. Mais malheureusement, tu les as plus mon père, qui était mon père adoptif, m'a dit voilà, je t'achète l'Amiga si tu files tous les jeux Amstrad, et je t'achète l'Amiga, le Commodore, Commodore Amiga. Et donc j'ai fait bon, allez, vas-y, je file tous les jeux Amstrad à son petit neveu, ainsi de suite, tout ça, et j'ai l'Amiga en contrepartie. Grosse erreur. Mais bon, voilà. Bon, j'ai fait ça. Je collectionnais même les jeux Game Boy. Enfin, les jeux, pas Game Boy, jeux électroniques. Les Game & Watch, Les Game & Watch. D'ailleurs, j'ai une collection de jeux Game & Watch. Il me manque 13. Il t'en manque 13 sur tout ce qui est sorti, qu'on a pu voir même au Japon dans des documentaires. Et j'ai en plus de tous les jeux Game & Watch que j'ai, je dois en avoir peut-être une vingtaine pour pouvoir justement faire des échanges pour avoir ça, quoi. D'accord. Je trouve ça vachement intéressant ce que tu racontes, parce que il y a pas beaucoup de gens qui ont connu justement la création de Stock Games. Ils ont vu ça comme une franchise dans les années 90 sans forcément comprendre d'où ça venait, ce que c'était. Et nous on a plus connu, c'est vrai, peut-être en banlieue. J'ai plus vu de Score Games, tu vois, vers Créteil et la région du 93, 94, tout ça. Je sais pas si vous avez. Strasbourg-Saint-Denis, par exemple, Score Games Strasbourg-Saint-Denis. Nous, on avait ouvert le derrière, je sais pas si tu te souviens, le Stock Games. C'était aussi à nous, hein, on était propriétaires du Stock Games Strasbourg-Saint-Denis. C'était juste derrière. Mais à force, on a eu beaucoup de vols. Là-dedans. Il y avait Ramel et Ramael qui travaillaient là. Et on a eu beaucoup de vols, et par les clients, les mecs qui venaient et qui volaient. On a un jour piqué la caisse carrément. Alors ils sont venus, ils ont volé des jeux, et ensuite ils ont pris la caisse, ils ont attendu, ils sont revenus, et ils ont pris carrément la caisse, quoi. Et là on a fait un truc de malade, on y allait, on a voulu faire, on était parti à 8 pour aller récupérer dans les banlieues la caisse qui était volée, enfin c'était un truc de malade. Et c'était à l'époque du Far West. Vous avez réussi ou pas? Vous avez pas réussi? Non. Il fallait avoir des connexions, quoi, en fait, des petites connexions. Moi, je me souviens, on était là-bas, on criait sortez, bande d'enculés. Enfin bon, en pleine cité, imagine. Bah j'imagine, parce que je connais bien. On était un petit peu inconscient à ce moment-là. Ouais. Par les flics, on tombait, hein. Les 8 on tombait. Hein. Tu penses. Bah oui, on n'y est pas allé comme ça. Hein. Non, mais tu sais, si t'avais eu des clients, qui connaissaient les mecs de la résidence, peut-être qu'il y aurait moyen de trouver où ils étaient d'une autre manière, peut-être, tu vois. J'avais toute peur. Ouais. Bah oui. Ouais, je comprends. Ça, c'était des coups de. Qui sait, ni rien, ils avaient tous peur, les mecs. Enfin bon, en tout cas, on y était allé un peu à Far West, quoi. Ouais, je vois. Mais c'est des coups à combien d'argent pris dans la journée qui ont disparu, quoi? 30 000 francs à l'époque ou... Non. Ils avaient peut-être comme ça, en euros, hein, pour que les gens comprennent. Peut-être 3 000 euros, 4 000 euros maximum. Pas 3 000 euros. Ouais.
ça va. Mais en même temps, 3000 euros, ça fait mal. Hein. À l'époque, ça fait 20 000 francs. Ça fait mal. C'est ça. Parce que... ça fait mal. Hein. Mais 20 000 francs, c'est beaucoup de jeux. Hein. C'est beaucoup, parce qu'on m'avait raconté... Faut pas voir comme maintenant où un jeu vaut 3000 euros. Oui. C'est plusieurs petits jeux là. Voilà. Moi j'ai vendu des jeux, par exemple, Master System à 10 balles, quoi, à 10 francs. À 15 francs. Tu vois. Et donc, voilà, il faut voir le contexte. Je crois que 20 000 francs c'était énorme, hein, ça faisait beaucoup de jeux. Hein. Je suis conscient de ça. Parce qu'il m'avait raconté chez Power Games, il s'était fait braquer un samedi de la semaine avant Noël, 30 000 francs un samedi. Sylvain et Wilfried, et bon, ça fait mal, quoi, parce que c'est les recettes les plus importantes avant les fêtes, quoi. Et en plus, ils étaient traumatisés, les mecs. Hein. Tu sais, j'en ai reparlé également avec Vince là, de Dragon Games là, qui me racontait que tu sais, en ce moment sur YouTube, il y a plein de gens qui s'amusent à faire des vidéos en disant j'ai visité les stocks de République, j'ai visité ci, ça, les gens de Back in Toys là. Il m'a dit même moi j'étais étonné, je dis mais qui a laissé en fait ces gens aller visiter les stocks des boutiques à Paris ou les boutiques en banlieue. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les boutiques de Paris ont des stocks en banlieue comme Trader, comme d'autres. Jamais de la vie ces gens-là vont laisser un signe distinctif apparaître dans une vidéo pour aller filmer en direct en fait un entrepôt ou des choses comme ça. C'est incohérent. Et il me parlait de ça, Vince, après l'histoire du braquage de Power Games, mais il m'a dit si tu savais, sur Paris, le nombre de boutiques où il y a eu après la fermeture des tentatives de braquage ou des vols ou des choses comme ça pendant la nuit, c'est énorme. Donc imagine bien qu'on va pas laisser des youtubeurs venir visiter notre stock, c'est pas possible, tu vois. En tout cas, au niveau de stock, oui, j'ai vu justement certaines vidéos que là tu parles. Ok. Je crois que c'est quand même assez relatif parce que normalement dans un magasin, plus il y a de stock, plus tu vends. Donc, je veux bien qu'il y ait un stock gardé quelque part. Enfin, moi, en tout cas, le stock que moi j'avais quand j'étais au 15 des écoles ou quand j'étais à Antony, tout le stock était exposé dans les vitrines. Hein. D'accord. Tout sur place. Derrière, rien. Hein. D'accord. Parce que ça partait vite aussi. Parce que plus il y avait de stock, plus tu pouvais faire d'échanges. Aussi. Et plus tu pouvais vendre. Donc, plus tu mets de jeux, tu disais, plus tu mets de jeux. Plus tu mets de jeux en boutique dans les vitrines, plus tu vends. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui ont du stock derrière, mais je pense que le stock qu'ils ont derrière vaut moins que le stock qu'ils ont mis en vitrine. D'accord. Il peut y avoir du stock des doublons. Oui, il y en a. Moi aussi, j'avais des doublons quand j'étais à Antony, derrière, dans un petit truc carré. Mais je ne crois pas que ça soit vraiment des gros titres. Les gros titres, tu les mets en exposition. Pour les vendre tout de suite, on est d'accord. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir que des trucs de petites ventes, quoi, on va dire, derrière. Et voilà. Mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle un énorme truc derrière, quoi, tu vois. Mais en fait, la vidéo qu'il a montrée, également, c'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire qu'il a montré une boutique qui s'appelle Game Off et le concept, tu sais, c'est acheter dans la boutique, sur l'ordinateur, et le vendeur descend au stock chercher le jeu. Il a pas forcément de vitrine où il y a tous les jeux. Tu vois le concept ? Ouais, je vois. Et en fait, c'est un peu mensonger sa vidéo à la personne de Back in Toys, quoi. Mais bon, il est coutumier du fait, quoi. Après, il essaye d'englober le mieux possible l'emballage de la vidéo pour que ça attire les gens, je comprends. Mais la réalité, je pense que, comme tu dis, pour que les boutiques tournent, il faut qu'il y ait des belles pièces dans les vitrines et que ça parte. Sinon, les gens, ils passent, ils voient un jeu à 10 balles, 15 balles, ils se disent, bon, il n'y a rien, ils s'en vont, tu vois. Après, moi je sais que Olivier de Trader, par exemple, lui, il a capitalisé sur des années de brocante et de rachat d'occasion, même de stock de boutiques qu'on fait faillite, tu vois. Il a des choses en réserve qu'il pourra mettre un jour également, comme il a en doublon actuellement. Il a des doublons, des triplons de ce qu'il a déjà en vitrine, il n'y a pas de souci de ce côté-là, tu vois. Mais toi, par exemple, au niveau des commandes que tu faisais sur Super NES, sur Mega Drive, comment ça fonctionnait ? Tu marchais avec Guillemot également pour SNK ? Avec Guillemot, on faisait Guillemot, on faisait aussi Big Ben. On faisait, il y a quoi d'autre là ? Il y avait Virgin. WTT, ou je sais plus comment ça s'appelait, avec Philippe.
D'accord. On faisait quoi d'autre d'ailleurs, où il y a David Margerin qui a travaillé. Ouais. Il y a. Enfin, on faisait plusieurs, quoi, ouais. Et Sega, c'était Virgin, Sega? Inelec aussi, je me souviens d'Inelec. Ouais. D'accord. Et Nintendo, ça... Toi, t'as connu l'époque où Nintendo a implanté ses usines de fabrication en France, et est-ce que ça a changé votre distribution? Il fallait passer par ces... Non? Non. En fin de compte, ce qui nous a plombé réellement dans les petits magasins comme nous, parce qu'on était des magasins individuels, ça a été la PlayStation 1. D'accord. À cause de quoi? Sony, qui vendait des télévisions à Carrefour, a commencé à vendre la PlayStation 1 à Carrefour et a privilégié on va dire les magasins, les grandes distributions comme Carrefour. Ouais. Conclusion, nous, on s'est retrouvés en second plan. D'accord. Et pareil, Nintendo a suivi la même tendance avec, pas avec la Super Nintendo, parce que la Super Nintendo, il nous faisait passer à nous en priorité, mais il a suivi la même tendance avec la GameCube et compagnie, quoi. Donc tout ça s'est fait, on s'est retrouvé à être le deuxième. Et on devait acheter nos consoles Play 2, par exemple, on devait les acheter à Carrefour pour pouvoir en avoir dans le magasin. Et le problème qu'il y a, c'est que bien sûr, comme tu achetais à Carrefour, tu es obligé de les acheter en cash. Et c'est là où d'un coup Carrefour s'est dit ok, on vend une console par personne. Ouais. Ça c'était le... Ah bah oui. Ça bloque, et donc directement, on devait y aller avec tous nos vendeurs et acheter une console, chacun des vendeurs. Et comme ça, on faisait comme ça. C'était horrible, horrible. Ouais. C'était voilà. Et après, quand toi, par exemple, nous on avait commandé des PlayStation 2, ok, en tant que centrale, une centrale de distribution qui a 52 magasins. On prend des PlayStation 2 et Sony nous a vendu 75 PlayStation 2. D'accord. Tu crois que c'est normal? Pour 52 magasins, ils voulaient quoi? Ils voulaient qu'on mette une console PlayStation 2 qu'on expose. Et oui, elle est belle, hein, regardez, elle est belle. Vous pouvez l'acheter à Carrefour. C'est un sketch, ouais, je vois cette époque-là. Ouais. C'était dramatique, même pour nous clients, pour s'en procurer une. Moi, je crois que... Et j'ai été extrêmement déçu, parce que l'histoire du SAV de Sony avec les premières PS2 qu'on s'est procurées, nous, en France... Je me souviens que rebelote, il y a eu des problèmes avec les lecteurs optiques au niveau du DVD. J'avais eu des soucis, ça a été catastrophique. Bon, le traumatisme que nous, en tant que clients, on a eu avec les premières PS1 et sur PS2 t'en rachètes une, ça recommence. J'ai fait non, c'est bon, tu vois, à un moment donné, non, c'est... Et c'est ça, moi, qui m'a... Vas-y. À l'époque, je réparais les Play 2, c'est moi qui les réparais, les Play 2. Ouais. Et au niveau du lecteur optique, et les Play 1 aussi, je les réparais et j'installais le fameux chip. Ouais, le chip. Sur la Play 1. Ouais. Après, nous, on avait réussi à parler avec les techniciens qui nous expliquaient ce qu'il fallait faire, la vis qu'il fallait régler au bon alignement pour la lentille. Ouais, c'est ça, avec les deux aimants, voilà, le côté. Et puis, mais bon. Et justement, tu vois, la PS2, moi j'ai réussi à en avoir une pas longtemps après la sortie, et je l'ai revendue 3 mois après. Je l'ai gardé 3 mois la PS2, et j'en ai racheté une, comme je te dis, fin 2003 au début 2004, je sais plus exactement, dans le Stock Games qui était à Jussieu, avec le fameux Medal of Honor, là, et puis quelques titres. Mais j'avais été dégoûté en fait, de Sony. Et j'ai même pris une Xbox, la grosse Xbox. Vous en avez vendu beaucoup des Xbox, les premières bétonnières là? Ouais, ça marchait bien, ouais. Les radiateurs là, et, ça tenait chaud ça en hiver. C'est la meilleure console pour jouer aux émulations. Ouais, et ben ça j'aimais bien les Xbox customisées avec la transparence, tu sais, des... Exact, ouais. Cristal, voilà. Tu voyais tout. Elle n'était pas customisée. J'ai l'original d'Xbox non customisé. Ouais. De PS, la Skeleton. D'accord. C'était celle-là alors. D'accord. Ouais. Parce que tu vois, il m'a semblé en avoir vu beaucoup, même des roses, des vertes, blanches, transparentes. Oui, mais alors celle-ci, elles étaient customisées. Ça. Voilà, c'était plus ça. Tu achetais la coque et tu. Voilà, tu changeais la coque. Ouais, voilà. Mais. Pour moi, c'est une des consoles les plus solides qu'il y ait jamais eu dans la fabrication d'origine. Je te coupe une seconde, j'ai une anecdote là, qui vient de m'arriver là, sortir, qui est pas mal pour écrire, dans ton truc.
j'avais fait le Super Game Show. C'était le premier, on disait la première exposition de Versailles. C'est la porte de Versailles. J'avais fait le Super Game Show à l'époque en tant que City Games. D'accord. C'est l'arrière-goût de Paradis, là, mon premier magasin. Et donc, j'avais fait le Super Game Show et j'avais une 3DO. Dans l'exposition, on était deux à avoir une 3DO. Et d'un coup, il y a les mecs là, de 3DO compagnie, William Duval. D'accord. Qui d'ailleurs, il y a un jeu où il sort dedans, là, show game ou un truc comme ça, il sort dedans. William Duval, c'est le big patron de 3DO compagnie. Il arrive pour présenter sa 3DO au Super Game Show. Et il la branche, les mecs, ils la branchent sur du 220. Et ça a fait péter la 3DO. C'est pas vrai. Et il avait plus de 3DO, le mec. Alors, le mec, c'est un vieux monsieur, cheveux blancs, et tout ça. Et mais bon, il devait être marié avec une femme jeune, parce qu'il avait une fille très jeune, elle devait avoir 9 ans, 10 ans. Et donc, il vient avec sa fille et avec son escorte de bras droit, enfin les mecs là qui sont tout autour. Et il me demande en anglais, il me demande s'il est possible que je lui prête la 3DO parce qu'ils ont cramé leur 3DO. C'est exceptionnel ça. Voilà, alors je leur dis, bah écoutez, moi ça me dérange pas. Je vous prête la 3DO, vous faites l'exposition et vous me la redonnez après. Et le mec engage, il me laisse sa fille. C'est pas vrai. C'est quoi ces gens-là? Un truc de ouf. Elle était derrière moi assise. Voilà. Parce que je pense qu'il n'a pas voulu non plus qu'elle aille là-bas. Il a l'exposé là-bas, donc il a préféré mieux la laisser à côté derrière moi. Et moi, je continue à vendre quoi, mes jeux, tout ça, au Super Game Show. Et donc, il a fait son exposition. Il est revenu ensuite. Il m'a dit merci beaucoup, ainsi de suite et tout ça. Et il m'a demandé mon adresse. Alors j'ai mis City Games, voilà, 4 rue Campagne Première, 75 014, Paris. Et donc j'avais mis l'adresse. Et à ce moment-là, j'ai reçu, je sais plus, peut-être 2 mois après, j'ai reçu un paquet, grosso modo comme ça, avec des t-shirts, avec des goodies, plein de goodies. Et aussi des CD de démos de jeux qui allaient sortir. Et blindé. Et une lettre. Une lettre où il mettait, voilà, mon cher ami de City Games. Mais Thomas, il l'avait pas mis. Mais mon cher ami de City Games, voilà, merci pour ton aide. Sache que si un jour tu viens aux États-Unis, je vais pouvoir t'aider pour quoi que ce soit dans tes projets, tout ça. Et en fin de compte, je ne savais pas à l'époque, mais c'était lui qui avait amené tout l'argent pour pouvoir faire la 3DO. Avec ses 2 autres associés. C'est lui qui avait ramené le maximum, on va dire, de ça. Actionnaire majoritaire, quoi. William Duval. Je me souviens parce que physiquement, il ressemblait comment ça s'appelle, Leslie, je sais plus comment, le mec là qui s'appelle. Le mec qui a fait. Leslie Nielsen, exactement. D'accord. Je vois, Exactement. Et ben voilà, après bon, elle est venue, il a pris sa fille, ainsi de suite, il m'a remercié, voilà. C'était une putain. Il a pris sa fille, il a pas oublié. J'ai gardé la feuille de. Non, il a pas oublié sa fille. J'ai gardé la feuille précieusement dans mes archives. Tu l'as encadré et tout, Non, je l'ai pas encadré. Non, mais j'ai gardé la feuille. En plus, avec le logo 3DO sur le côté là. J'ai toujours le polo de 3DO compagnie et il est toujours en bon état. Alors je le mets tout le temps quoi. Je le mets une fois par mois quoi, facile. Il est toujours en bon état le truc. Je le lave, il est nickel. C'est marrant que tu me parles de ça parce que la 3DO c'est une console que je viens d'acheter. Et alors elle est toujours au Japon, elle va arriver. Mais au Japon, en fait, ils ont une collection énorme de jeux encore disponibles sur la 3DO japonaise que même moi, j'ai jamais testé. C'est-à-dire, il y a du Flashback, il y a tous les titres, en fait, qu'on a vus dans les magazines qui sont même pas arrivés chez nous, j'ai l'impression. Moi, je les ai jamais vus, ces magasins, ces jeux en vitrine. Tu l'as eu, Flashback, toi, ou t'as eu... Moi, j'ai pas... Tu vois, j'ai acheté une dizaine de jeux avec la 3DO. C'est un des systèmes que j'avais pas. Et pour moi, c'est... Le Comment ?
Le Dragon Slayer, tu l'as eu sur 3DO? Alors, non, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé celui-là. Après, peut-être que dans le futur, on verra. Il est injouable, hein. Ouais, mais ça c'est clair que c'est pas jouable. C'est impossible le truc de passer le premier niveau. Ah, c'est impossible. Ouais, non, mais je l'ai essayé sur émulateur, sur borne. Je me suis fait une borne chez moi, tu vois, comme toi, t'as des bornes chez toi avec plein de jeux customisés. Dragon Slayer, j'ai essayé une fois, j'ai dit ça marche pas la manette, qu'est-ce qui se passe, tu vois? En fait, t'y arrives pas, c'est pas possible. Mais non, alors il y a une chaîne. T'as combien de jeux dans ta collection? Alors, j'ai jamais compté le nombre de jeux, mais j'ai beaucoup de systèmes, j'ai beaucoup de jeux. Je ne compte pas en fait. C'est-à-dire que je sais pas si toi t'as compté, mais on va dire que. J'ai de jeux. Sylvain dit que j'en ai beaucoup plus. Moi, je pense que j'en ai 5500. D'accord. Mais Sylvain dit que j'en ai beaucoup plus. Mais bon, moi, je crois pas que j'en ai plus que 5500. Mais par contre, j'ai de la très haute qualité. J'ai des jeux neufs. Hein. C'est ça. Et toi, tu comptes les doublons quand tu dis 5000 ou tu comptes. Je compte les doublons, tout. Sur les jeux Game Boy, par exemple, sur le Wave, c'est le truc là, de Jet. Du Wave Race, ouais. Voilà. Et ben, sur celui-là, j'ai 4 jeux, par exemple. Parce qu'on pouvait jouer à 4. Jeu de tennis, on pouvait jouer à 4, donc j'ai 4 jeux. Le Bomberman peut jouer à 4, donc j'ai 4 jeux. Ah. Tu vois. Et Ridge Racer, Wipeout, pareil ou pas? Les jeux où on jouait à un seul joueur, j'ai qu'un seul jeu. D'accord. T'as pas de télé, de console. Voilà. Dès qu'on jouait à 2, j'avais 2. Ouais, non, mais. À 4, j'avais 4. Ouais, je vois le délire. Moi, c'est plus un délire où, par exemple, sur Mega Drive, là, tu vois, Mega Drive, Genesis, Mega Drive japonaise, là, j'ai beaucoup de jeux. J'en ai plus de 900, mais tous différents. Mais j'aime bien, tu vois, avoir, par exemple, la version US et japonaise du même jeu, dans les titres que j'ai appréciés. Il y en a plus d'une cinquantaine que j'ai appréciés, donc tu peux imaginer le nombre de jeux que j'ai. Même moi, je les ai jamais comptés. Mais sur chaque système que j'ai, la Super Famicom et la Super NES, en effet, c'est une des consoles qui est de ma génération, que j'ai adoré. J'ai peut-être, je vais pas t'impressionner plus que ça. Par contre, tu vois, j'ai beaucoup de jeux Atari ST en boîte. C'est-à-dire que moi, je suis fan, tu vois, je suis fan de l'Atari ST, je suis fan de l'époque Delphine Software, de tout ce qui est également les jeux comme Vroom. Il y avait les jeux il y avait de Virgin également. C'était la concurrence de l'Amiga, hein, l'Atari ST 1040. Bah ouais, c'est ça, concurrent direct. Et moi, j'ai pas eu 520 et 1040, ça dépend lequel t'avais quand même. Étant gamin, j'avais le 1040 STE avec les couleurs en plus et des jeux qui marchaient sur le STE, pas sur le STF. Mais j'avais plus de copies à la fin, moi. Par contre, là, j'ai beaucoup plus de jeux originaux. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 46, moi. J'ai 46. Je suis de 77. 52. Ouais. Bah, tu vois, on a pas... 52. Et t'as le même âge, je crois, que Vincent de Dragon Games. Vous êtes de la même génération, à peu près, tu vois. Et à un an près, ouais. Et moi, je suis... Et Commodore 64, j'ai des jeux en cassette. J'ai un lecteur de disquettes avec les disquettes qui marchent. Tous mes jeux marchent. C'est des jeux, en fait, qui ont été peut-être réinscrits pour certains en disquette. Mais moi, mon kiff, en fait, c'est les magazines Tilt. C'est les magazines Joystick Génération 4. Et puis tout ce qu'il y a autour. Atari, Commodore 64, tout ça. J'ai le full set de Fire Emblem. Ouais. En neuf, hein. Tout est neuf. Hein. D'accord. Et t'es très fan de la Game Boy ou c'est un kiff que tu t'es fait tout seul en fait? La Game Boy, j'ai collectionné la Game Boy quand personne collectionnait la Game Boy. D'accord, ouais. On peut dire comme ça, j'étais le premier collectionneur Game Boy, le vrai. Le vrai. Le magasin à prendre les Game Boy, les mecs ils rigolaient. Ah, regarde, tiens, t'as ce jeu-là. Ils m'offraient les jeux Game Boy, les mecs. Ouais, carrément, ouais. Ils m'offraient directement parce que ils savaient que j'étais fan de Game Boy et comme c'était des franchisés, et que j'allais pour les aider, ils disaient prends les jeux Game Boy que tu veux et je prenais les jeux Game Boy que je voulais. Tout sans être ouvert. Ouais. Et là, j'ai quasiment le full set de Castlevania. Hein. Tous les Castlevania qui existent. D'accord. Et, en pâte, je les ai quasiment tous. Hein. Enfin, je les ai tous, mais il me manque les boîtes au total de 4 jeux. D'accord. Voilà. C'est ouf parce que j'aurais jamais pensé que tu sois aussi fan de ce que tu vendais ou quoi, tu vois. Ah bah moi j'étais fan, j'étais vraiment le joueur de jeux vidéo. Hein. Ouais. Parce que tu vois, Olivier Trader,
on a grandi ensemble au lycée, et lui, en fait, il jouait à 2-3 jeux, mais il aimait pas forcément les jeux vidéo, tu vois, c'est un mec, il est commercial dans l'âme, mais il est pas joueur, tu vois, il est pas très... Ouais. En neuf, hein, tout est neuf. Hein. D'accord. J'ai le full set de quoi d'autre là? Ah, de Pokémon. Ouais. J'ai toutes les premières générations de Pokémon. J'ai même une Game Boy. Ouais. Première génération neuve sous son blister rigide. D'accord. J'ai aussi le Pokémon rouge sous son blister rigide. Et j'ai aussi les 4 Pokémon japonais neufs sans être ouverts. Ah ouais. Première génération. Ah, je vois. Ça, non, mais ça donne envie aux collectionneurs qui viennent de se lancer depuis 10 ans seulement, tu vois, dans les collections. Mais moi, tu vois, on a souvent ce débat-là avec des potes ou avec des gens avec qui j'ai discuté. Et en fait, nous, la collection, on n'a jamais été éduqués à travers ça. C'est-à-dire que nous, ça commence par le plaisir du système ou du jeu. Et ensuite, on est venu à collectionner parce qu'on avait le pouvoir financier de le faire, tu vois. Alors que maintenant, la génération d'aujourd'hui, c'est très flippant. Ils veulent collectionner avant de jouer. Et moi, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire, tu vois. Tous les trucs que t'as chez toi, ils les veulent parce que ça représente de l'argent, mais ça représente pas un gameplay, ça représente pas une expérience de jeu, tu vois. C'est assez hallucinant, quoi. J'ai du mal à comprendre cette nouvelle génération. Moi, je l'ai expliqué parce que moi, je suis passé de toi aux autres. Ah ouais. Ouais. En fin de compte, moi, au début, j'ai démarré en jouant, ok. Ouais. Et bien sûr, j'avais un jeu, et comme j'aimais les jeux, je les gardais en faisant attention, tout ça. Et après, j'ai commencé à en avoir 10, 15. Au début, par exemple, les jeux Game Boy, ça a démarré parce que j'adorais les jeux de puzzle. Ouais. Tout ce qui était Puzzle Boy, Bogle, tout ça, j'adorais. Ouais. Alors j'ai commencé à garder tous les jeux de puzzle. Ouais. Et après, d'un coup, quand j'ai commencé à avoir 50 jeux ou 60 jeux de puzzle, les gens me disaient oh putain, t'as les jeux les plus difficiles à avoir en puzzle. Enfin, les jeux les plus difficiles à avoir en Game Boy, c'est toi qui les as parce que c'est des puzzles. Ouais. Et après, je me disais putain, je suis con là, j'ai 52 magasins où je peux aller partout et prendre des jeux partout. Je suis allé, hop, je vais commencer. Et j'ai commencé à prendre des jeux direct comme ça, je les prenais, je les gardais chez moi, ainsi tout ça. Et j'allais dans un magasin pour former la personne ou quoi que ce soit, ou lui dire voilà, il faut que tu exposes comme ça plutôt que comme ça, ainsi de ça. Et la personne, quand j'étais là-bas, je fais voir tes jeux Game Boy. Elle dit tiens, bah il y a des jeux en loose. Je disais bah tiens, j'aime bien celui-là, bah combien tu me le fais? Et les mecs ils me disaient bah tiens, je te l'offre. Parce que c'est des jeux qui vendaient 15 francs, 20 francs. Vas-y, je te l'offre. Et donc, j'ai commencé à me faire tout mon stock de jeux Game Boy gratuitement. Ouais, bah ouais. Après, c'est suivi le Game Boy Color. Et là, je me suis dit, allez, je vais commencer à aller plus sérieusement dans la collection. Et je vais acheter tous les jeux Game Boy Color qui sortent. J'ai acheté les premiers 40 jeux Game Boy. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je sais que Zelda est sorti dans les premiers jeux Game Boy. Ouais, donc, bah ouais. J'ai acheté les 40 premiers jeux Game Boy en neuf. D'accord. Et j'ai gardé. Après, j'ai vu que ça sortait, sans arrêter. J'ai dit putain, laisse tomber, c'est impossible d'avoir la collection en entier. Et j'ai essayé d'arrêter les jeux Game Boy. Donc en fin de compte, après, au fur et à mesure, j'ai essayé de compléter la première Game Boy noir et blanc en prenant tous les jeux, ainsi de suite et tout ça. Dès que j'avais, je prenais. Donc maintenant, je dois avoir peut-être en boîte et notice, en jeu Game Boy, je te parle là. Je dois avoir peut-être 600 jeux Game Boy en boîte et notice. Après, en loose, j'ai peut-être 700 jeux, 800 jeux Game Boy. Ouais. Voilà. Et après, j'ai Game Boy Color, Game Boy Advance, Play 2, tu vois, j'ai des piles et des piles. C'est au total, j'ai 5500 jeux, grosso modo. J'ai comme ça. Alors, Sylvain dit que j'ai plus. Sylvain, pour lui, j'ai facile 8000 jeux, quoi, ou 10 000. Mais moi, je regarde quand même, je dis bon, ça par là, même si on dirait qu'il y en a beaucoup, quand on commence à calculer, je fais non, j'arrive à 5005, je crois, 5500 jeux. J'ai commencé à calculer parce qu'arrivé à un moment donné, on me le demandait combien t'avais de jeux, combien t'as de jeux. À la fin, je vais comme toi, que tu sais pas. Je sais pas. Moi, je t'ai demandé. À la fin, tu vas le calculer. Peut-être. Mais, tu sais, par exemple, ce que je peux dire, c'est qu'à peu près sur Master System, j'en ai un peu moins de 100. Et je sais que sur Lynx, j'en ai un peu moins de 50. J'en ai avec les boîtes. J'ai racheté des jeux Lynx dans un entrepôt aux États-Unis d'un mec sur eBay qui avait mis les jeux.
en vente de Atari France, Atari America, des jeux qui avaient été... Il m'a expliqué l'histoire, il récupérait des jeux qui avaient été rapatriés de France après les invendus, retournés chez Atari aux USA, dans l'entrepôt. Et moi, je les ai rachetés, ces jeux-là. Enfin, j'en ai racheté une partie. Et j'ai des jeux en boîte, jamais ouverts, certains, que j'ai déblistés. Hein. Enfin, pour moi, l'objet, en fait, blisté. En plus, si tu connais les jeux Lynx, comment ils étaient blistés, c'est une cellophane autour d'un carton hyper, très peu épais, en fait. Tu peux l'écraser, tu vois. Ouais. Et par contre, voilà, j'ai récupéré 2-3 jeux qui ont été en supermarché en blister, sous plastique rigide. Je les ai pas ouverts, ceux-là, ok? Moi aussi, j'en ai 6 ou 7 comme ça, rigides, sans être ouverts dans le jeu Lynx. Par contre, jeu Master System, je te gagne. ouais, bah c'est pas dur. Je me suis arrêté à 88 parce que j'ai pris vraiment les jeux. Je dois en avoir dans les 150, 180 ou 200, j'ai aussi, par exemple, tout le jeu Master System, j'ai toute la collection de jeux cartes. En PAL, en Master System. C'est même le Hang-On original. Hein. Le Hang-On en anglais, là, l'original. Et j'ai tout ça avec le Grid Soccer, tout ça, quoi. D'accord. Et le Bank Panic et tout ça, ouais. Il y avait des étuis. Aussi tous les jeux 3D. Les jeux Ah oui, les Axons, les Outrun, Space Arrière. Ouais. Voilà. J'ai tous les jeux 3D aussi. D'accord. Et il y avait des étuis sur les cartes, les petites cartes comme PC Engine sur la Master System. Oui, il y avait des étuis en plastique. Tu mettais. D'accord. Je les ai jamais vus moi en vente, c'est pour ça, tu vois. Et il y a un truc qui me ferait kiffer, mais je l'ai vu quand j'étais gamin à Carrefour. Alors moi j'ai tout séparé. Le Moonwalker Master System avec la VHS vendue à l'époque dans les Carrefour où t'as le pack, la VHS Moonwalker et le jeu Master System. Et ça, quand je le vois, mais pour moi, ça serait un kiff. Mais j'ai les deux séparés déjà, si tu veux. Mais dans le délire du collectionneur, c'est avoir le pack original vendu à l'époque dans les supermarchés. Et bon, voilà. Pour moi, déjà, les jeux Mega Drive, ça vaut la peau des fêtes maintenant. Ah ouais, et même des jeux que là j'ai chez moi, je suis très étonné qu'ils aient atteint 200 € ou 100 € certains. Ouais, je suis très très étonné, tu vois. T'as pas dit genre à 1000 € ou 500 €? Dans les jeux les plus chers que j'ai, je pense que je dois avoir des jeux comme Veritex, les Immortal Master. Ça dépasse pas. J'ai pas des jeux à plus de 200 balles, je pense pas. On essaiera de refaire un truc où on pourra faire de la vidéo et parler de collection, ouais. Avec plaisir. Merci à toi. Hein. C'est super sympa en tout cas. Allez, à plus, Gabriel. Ouais, porte-toi bien. Salut, ouais. Ciao. À toi aussi, de Merci. même.